Dans cette séquence vidéo, nous allons poursuivre notre étude de l'analyse combinatoire et nous allons cette fois-ci nous intéresser aux arrangements. Alors, tu as peut-être déjà fait un sprint avec tes amis, par exemple à 100 mètres, et si tu arrives premier à la course, tu as le droit d'occuper, par exemple, la première place de ce podium. Si ton ami arrive deuxième, il occuperait la deuxième place du podium, mais forcément le troisième occuperait la troisième place du podium. Mais ce que tu sais aussi, c'est que c'est forcément mieux d'arriver en première place et d'occuper la première marche du podium que d'arriver deuxième. Alors, si être premier, c'est mieux qu'arriver deuxième, c'est-à-dire que l'ordre dans lequel tu passes la ligne d'arrivée a de l'importance. Autrement dit, c'est une situation où l'ordre a une certaine importance. Je propose d'approfondir cette épreuve du 100 mètres en considérant ici une épreuve olympique. Alors, une épreuve olympique, les coureurs ici se battent pour avoir des médailles et le premier coureur remporte la médaille d'or, le second la médaille d'argent et le troisième la médaille de bronze. Alors, une épreuve olympique comme celle-ci, comme le 100 mètres, nous avons 10 athlètes et on pourrait par exemple imaginer que lui franchisse en premier la ligne d'arrivée et gagne la médaille d'or. Lui sprint ici, arrive en seconde position, gagne la médaille d'argent et lui arrive en troisième position et gagne la médaille de bronze. On pourrait aussi imaginer au départ d'une autre course que lui gagne toujours la médaille d'or, que cette fois-ci lui gagne la médaille d'argent en arrivant deuxième et que lui arrive troisième et gagne la médaille de bronze. Là, je t'ai donné deux podiums possibles, par exemple que lui arrivait premier et lui deuxième, lui troisième, ou lui premier et lui deuxième, lui troisième. Mais à ton avis, combien est-ce qu'il en existe de différents? Sachant que nous avons 10 athlètes et que les 3 premiers gagnent chacun une médaille. Est-ce que tu as une petite idée du nombre de classements que l'on peut obtenir? Beaucoup, pas beaucoup? Une dizaine, une vingtaine, une centaine? En fait, il est possible d'obtenir 720 classements possibles. Moi, je t'en ai donné deux. Tu vois qu'il en existe encore 718. Il existe 720 podiums possibles pour une épreuve de 100 mètres où tu as 10 athlètes et où seulement les 3 premiers coureurs sont récompensés par une médaille d'or, d'argent, de bronze, respectivement, s'ils arrivent premier, deuxième ou troisième. Un autre exemple qui te parle aussi, c'est la tombola. Alors la tombola, c'est un tirage au sort où tu as le nom des différents participants qui sont notés dans différentes boules. Et quand on tire une boule, le premier tiré gagne le gros lot. On tire ensuite une seconde boule qui gagne un deuxième lot et un troisième qui gagne un troisième lot. Par exemple, on pourrait imaginer que le premier tiré gagne une PS4. Donc la première boule qu'on tire, on l'ouvre, on lit le nom du participant, il gagne une PS4. Le deuxième, un smartphone, et le troisième repart avec un fabuleux lot, un Kinder Surprise. Donc, forcément, on voit que c'est mieux, a priori, de gagner la PS4, le smartphone et le Kinder Surprise. Alors, on compte ici, dans notre bocal, nous avons 1, 2, 3, 4 et 5 boules. On peut imaginer qu'il y a 5 participants, par exemple ces 5 joueurs-ci. Alors, la question, c'est combien de tirages possibles je peux faire? Un peu comme je t'avais demandé combien de classements possibles je pouvais avoir. Ici, la situation est un petit peu différente. Nous n'avons pas 10 athlètes, mais nous avons 5 participants. Et parmi ces 5 participants, 3 vont gagner un prix. On pourrait imaginer que lui soit tiré en premier et gagne la PS4, que lui soit tiré en deuxième et gagne un smartphone, et que lui soit tiré, par exemple, en troisième et gagne un Kinder Surprise. On pourrait aussi très bien imaginer que lui gagne la PS4, lui le smartphone et lui le Kinder Surprise. Là, je t'ai donné 2 tirages possibles. Et à ton avis, combien de tirages en tout il existe? Ici, il en existait 720. Est-ce qu'il en existera plus, moins? À ton avis, je te laisse quelques instants pour réfléchir. Il en existe en fait 60. Est-ce que ça t'étonne? Est-ce que ça te semble beaucoup? Moi, en tout cas, ça attire mon attention. Je me dis que j'ai 5 participants et j'en pioche 3, et 3 vont gagner un prix, et me dire qu'il y a 60 tirages possibles, il y a 60 façons différentes de distribuer les prix, moi ça me semble quand même beaucoup, mais pourtant, ces deux nombres-là sont bien réels, et on va voir comment est-ce qu'on peut les obtenir. Mais d'abord, j'attire ton attention sur le fait que dans ces deux situations-ci, autant celle-ci et celle-là, l'ordre a de l'importance. En effet, arriver premier à la course, ce n'est pas la même chose qu'arriver deuxième à la course, ce n'est pas la même chose que d'arriver troisième, car le premier gagne une médaille d'or, le deuxième une médaille d'argent et le troisième une médaille de bronze. De même, dans la tombola, c'est mieux d'être tiré en premier pour gagner le gros lot. Le lot secondaire, c'est bien aussi, mais c'est moins bien que d'être tiré en premier. L'ordre a donc également de l'importance. Mais tu te doutes bien, pour les 720 classements possibles, je t'en ai montré 2 ici. Je ne vais pas m'amuser à énumérer les 720. Il doit donc exister une méthode de les trouver facilement. Et cette méthode,
on va l'obtenir en se basant sur le théorème fondamental du dénombrement. Et je vais ici te montrer que le théorème fondamental du dénombrement tient en compte une certaine notion d'ordre. On l'a vu, l'ordre dans les deux exemples précédents avait l'importance. On va d'abord voir si ce théorème fondamental du dénombrement respecte bien une notion d'ordre. Pour ce faire, ce que je te propose, c'est d'imaginer que tu as un pot avec 4 lettres différentes. Et la question, c'est combien de mots de 2 lettres je peux faire en piochant au hasard 2 lettres parmi les 4 qui sont dans mon pot. Donc c'est ce que je te dis ici, le nombre de mots de 2 lettres tiré au sort parmi 4 lettres différentes. Donc, regardons un petit peu ce que nous avons dans le pot. Nous avons 4 lettres. Nous avons le S, le N, le G et le C. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va compter le nombre de mots que l'on peut faire à partir de ces 4 lettres. Donc, je pourrais imaginer de créer un premier mot qui serait le S avec le N, ce que je note ici. Donc, j'ai le S, le N, mais je pourrais aussi imaginer inverser les deux et avoir le N et le S qui auraient été inversés, ce que je note ici, NS. De même, je pourrais prendre le S et le G, ça me ferait le mot SG, et je peux retourner ces 2 lettres de façon à avoir GS ici. Ensuite, je prends le S et le C, ce que je note ici, et je peux encore une fois échanger l'ordre des 2 lettres pour me donner le mot CS, ce que je te note ici. Ensuite, j'ai fait toutes les possibilités en commençant par la lettre S. J'ai fait SN, SG et SC. Ensuite, je les ai chaque fois permuté ces lettres. Comme j'ai tout fait, je commence maintenant par la lettre N et j'ai le mot N, G, ce que je note ici. Encore une fois, j'ai le N, j'ai le G, je les échange, ça me donne le mot GN. Je recommence, NC, NC. Je peux échanger l'ordre du C et du N. GN, GC, je les échange, j'obtiens le mot CN. Et enfin, comme j'ai distribué le N avec mon G et avec mon C, je prends mon G et je le combine avec C pour me donner le mot GC. J'inverse ces 2 lettres, ça me donne CG. Et ici, j'ai énuméré tous les mots que je peux faire à partir de ces 4 lettres. Alors, la première chose qu'il faut remarquer, c'est que le mot NS n'est pas le même que le mot SN. Autrement dit, l'ordre a de l'importance. L'ordre est important. NS n'est pas la même chose que SN. C'est comme avec les lettres de Nico, je peux écrire coin, mais on se doute bien que Nico, ce n'est pas la même chose que coin. L'ordre des lettres a de l'importance. Autrement dit, l'ordre dans lequel je vais tirer les lettres de mon sac a de l'importance. Alors maintenant, on va compter combien de mots différents on peut avoir en tirant 2 lettres au sort parmi 4. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'ai donc 12 mots possibles. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce que ces 12 mots, ce résultat, est-ce que je peux l'obtenir à l'aide du théorème fondamental du dénombrement? Donc, on va appliquer le théorème. Alors, qu'est-ce que me dit le théorème? Il se décompose en une série d'opérations. Alors, combien j'ai d'opérations ici? J'en ai 2. Choisir la première lettre, choisir la deuxième lettre. Je place donc 2 cases ici. Ensuite, je dois savoir de combien de façons différentes je peux piocher la première lettre. Je vais regarder combien de lettres j'ai disponibles. J'en ai 1, 2, 3 et 4. Je note donc 4 ici. Ensuite, imaginons que j'ai pioché le G. Je le barre ici pour dire qu'il n'est plus disponible. Et je dois choisir une deuxième lettre pour former mon mot. Combien de lettres différentes je peux utiliser? Il m'en reste 1, 2, 3. Étant donné que celle-ci a déjà utilisé, je note donc 3 ici. Le théorème fondamental du dénombrement me dit que pour avoir le nombre de mots différents, je dois prendre le produit de ces 2 nombres. Je prends donc le produit de ces 2 nombres. 4 fois 3, ça me fait 12. Et 12 mots possibles, c'est le résultat que j'avais obtenu ici. Or, les 12 mots que j'ai obtenus par comptage, on se souvient bien que quand j'avais fait le comptage, j'avais insisté pour te dire que le mot SN, ce n'était pas la même chose que le mot NS. Autrement dit, un comptage manuel, comme nous l'avons fait ici, nous avons tenu compte de l'ordre. Mais comme nous obtenons le même résultat avec le théorème fondamental du dénombrement, puisque nous obtenons également 12 mots comme au comptage manuel, ça veut dire que le théorème fondamental du dénombrement tient également compte de l'ordre et nous pouvons l'appliquer dans des situations où l'ordre a de l'importance. Alors ce que je te propose, c'est maintenant que nous savons que ce théorème fondamental du dénombrement tient compte de l'ordre, c'est de l'appliquer dans la dernière situation que j'ai présentée, à savoir la tombola, le tirage au sort. Nous avions 5 participants avec 3 lots possibles. Donc, ce que font plutôt les 5 participants, c'est qu'ils écrivent leur nom, ils le mettent respectivement dans chacune un mot dans chaque boule, et ensuite, on va procéder au tirage au sort. Donc, comme je vais devoir piocher 3 boules parmi les 5 que j'ai à ma disposition, qui sont représentées ici, par le théorème fondamental du dénombrement, je représente les 3 cases ici.
Alors je vais regarder. Au début, combien de boules est-ce que j'ai dans mon pot? Donc je compte, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5 boules. J'ai donc 5 choix de boules, je note 5 dans la première case. On peut imaginer que celui-ci ait été tiré au sort et qu'en fait, on a simplement pioché cette boule. Dans cette boule-ci, on a retrouvé son nom et c'est lui qui gagne la PS4. Ensuite, je dois maintenant piocher la deuxième boule, mais forcément, j'ai pris la première boule, je ne l'ai plus disponible. Combien est-ce qu'il m'en reste? Il m'en reste 1, 2, 3 et 4. Je vais donc noter 4 ici, dans ma seconde case. C'est ce que je fais ici. Et on peut imaginer que cette boule, la boule qui a été piochée, c'est celle-ci, et que dans cette boule-ci était inscrit son nom. Il repart donc avec le smartphone. Ensuite, je dois piocher la dernière boule pour savoir qui va gagner le Kinder Surprise. Combien de boules il me reste? Il m'en reste 1, 2, 3. Je note donc 3 ici dans la dernière case. Et on peut imaginer que c'est lui qui a été tiré au sort et qui repart avec le Kinder Surprise. Le théorème fondamental du dénombrement me dit que je dois prendre le produit de ces nombres. 5 fois 4, ça fait 20. 20 fois 3, ça fait 60. J'ai 60 tirages possibles. C'est le résultat que nous avons obtenu. Alors là, tout de suite, j'ai fait un exemple avec des nombres. On pourrait imaginer maintenant de compter le nombre de mots de 5 lettres distinctes que je pourrais faire à partir des 26 lettres dans l'alphabet. C'est un exemple un petit peu plus compliqué. Ici, j'en prends 5 parmi 26. Tu te doutes bien que je ne vais pas pouvoir les énumérer une à une. J'en avais déjà 12 en prenant 2 parmi 4. Tu te doutes bien que si j'en prends 5 parmi 26, le nombre sera beaucoup plus important. Comme j'en prends 5, par le théorème fondamental du nombrement, j'affiche ici 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Au début, j'ai 26 lettres disponibles. Donc, pour choisir la première lettre, je peux choisir parmi les 26 lettres. Je note donc 26 ici. Ensuite, pour la deuxième lettre, quand j'avais un certain paquet où se trouvaient 26 lettres, mais que j'en ai déjà pris une et que les lettres de mon mot doivent être distinctes, je ne peux plus la réutiliser. C'est-à-dire, parmi les 26 lettres, j'en ai pris une, il ne m'en reste plus que 26 moins 1, c'est-à-dire 25. Je note 25 ici. Ensuite, pour la troisième lettre de mon mot, j'avais initialement 26 lettres, j'en ai pris une première, j'en ai pris une deuxième, j'en ai donc tiré 2. 26 moins 2, ça fait 24, c'est ce que je note ici. Et alors tu comprends facilement qu'ici je notais 23 et enfin 22 ici. Par le théorème fondamental du dénombrement, je prends le produit de ces nombres et ce produit me donne 7 893 600 mots possibles. Alors tu te doutes bien que si je devais commencer à les énumérer, à les noter comme je l'avais fait là tout de suite, pour des mots de 2 lettres parmi 4, ça me prendrait un temps beaucoup plus long que la vidéo puisque je devrais énumérer 7 893 600 mots possibles. C'est tout simplement impensable. Et pourtant, nous avons obtenu ce résultat très simplement. Ce que je te propose maintenant, c'est de passer à une généralisation, c'est-à-dire mettre des lettres de variables plutôt que de prendre, par exemple, ici, 5 lettres parmi 26. Eh bien, je vais dire je prends P objet parmi N. Donc, je m'intéresse au nombre de façons de prendre P objet parmi N, où l'ordre a de l'importance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, ici, N. C'était mes 26 lettres, j'avais 26 lettres disponibles et j'en prenais 5. Donc ici, 26 correspond à N et le 5 correspond à P. De même ici, N valait 5, j'avais 5 participants, j'en piochais 3, N vaut 5 et P valait 3. Comme ici, P valait 5 et que j'ai représenté 5 cases, de même ici, P valait 3 et j'ai représenté 3 cases. Ici, comme j'ai P, je représente P cases, la case 1, la case 2, la case 3, etc. jusqu'à la case P. Ensuite, je vais remplir ces cases comme je l'ai fait dans les 2 exemples précédents. J'ai un sac où j'ai N objets. De combien de choix d'objets j'ai pour mon premier tirage? Ici, autrement dit, combien de choix d'objets différents j'ai? Au début, j'en ai N. Je note donc N dans cette case-ci. Ensuite, je prends un objet. Et il est venu le temps de prendre mon deuxième objet. Donc, j'avais initialement N objets, mais j'en ai pris un et je ne peux plus le réutiliser. J'en avais N, il m'en reste maintenant N-1. Je note N-1 ici. Ensuite, je dois en piocher un troisième. J'en avais N au début, j'en ai pris 1, j'en ai pris 2. Il m'en reste N-2. J'ai donc le choix entre N-2 objets ici. Et je continue comme ça jusqu'à la PM case. Alors, la PM case, ça doit peut-être un peu surprendre. J'ai le choix, pour mon PM choix, à N-P plus 1 objet. Alors, tu te demandes pourquoi. En fait, tu peux remarquer que ce N ici correspond chaque fois au numéro de la case. On prend le N, on lui soustrait le numéro de la case et on lui ajoute 1. N moins 1 plus 1, ça fait bien N. Pareil ici, N moins le numéro de la case, c'est N-2. N-2 plus 1, ça fait N-1. Ici, N
moins le numéro de la case, ça fait n-3. n-3 plus 1, ça fait n-2. C'est bien ce que j'ai ici. Et pour la PMK, j'ai n moins le numéro de la case, p plus 1. Tu vois bien que c'est une notation qui peut un petit peu te surprendre, est bien correcte. C'est bien ce que nous devons noter ici dans la PMK. Alors, pour te convaincre, ici, nous avons vu que n valait 26 et p valait 5. Si je fais 26 moins 5, ça fait 21. 21 plus 1, ça fait 22. C'est ce que nous avions obtenu ici. De même, dans cet exemple-ci, n valait 5, p valait 3. 5 moins 3, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. 3, c'est bien ce que nous avions ici. On voit bien que cette notation est cohérente avec nos deux exemples précédents. Par le théorème fondamental du dénombrement, je sais que je dois prendre le produit, et ce produit, c'est ce que l'on note parfois de façon abrégée à NP, c'est-à-dire que plutôt que de noter n fois n-1 fois n-2, etc., jusqu'à n-p plus 1, je note ANP, et cet ANP qui correspond à ce produit, c'est ce qu'on appelle un arrangement. C'est ça que nous appelons les arrangements. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça arrangement? Parce que dans arrangement, tu entends rangement, et tu te doutes bien que quand tu classes les feuilles dans ton classeur, l'ordre dans lequel tu les classes a de l'importance, et donc arrangement, derrière ce arrangement se cache rangement, ce qui se traduit par une notion d'ordre. Cette notation compacte nous permet d'éviter d'écrire des longs produits, et donc on peut réécrire ce 5 fois 4 fois 3 de façon compacte comme étant A, 5, 3, parce qu'on voit bien que mon n qui correspond ici, dans cette situation-là, à 5, je note 5 ici, et P, dans cette situation-ci, vaut 3, c'est le P que j'ai ici, P vaut 3, j'ai bien A, 5, 3. Ceci, tu dois le lire comme je prends 3 joueurs parmi 5 où l'ordre a de l'importance. De même, dans cette situation-ci, N valait 26, P valait 5, j'ai donc A, 26, 5, je prends 5 lettres parmi 26 où l'ordre a de l'importance. C'est ce qui se lit à 26, 5. C'est un arrangement parce qu'encore une fois, l'ordre a de l'importance. Ce que je te propose maintenant, si nous avons vu ce produit-là, c'est de voir quelle est la définition un petit peu plus rigoureuse de ce qu'est un arrangement. Alors, un arrangement, c'est le nombre de façons de prendre P objets parmi N où, comme on vient de le dire, l'ordre est important. Et ceci, par définition, c'est n fois n-1 fois n-2, etc., jusqu'à n-p plus 1. Ça se note de façon compacte à np, et c'est ce qu'on appelle un arrangement. Alors, ça, c'est bien entendu correct, mais c'est un petit peu gênant de noter ces 3 petits points-ci, et on va voir comment on peut s'en débarrasser. Et pour voir comment s'en débarrasser, je te propose de reconsidérer l'exemple du tirage au sort. Donc, pour le tirage au sort, nous avions obtenu, quand il fallait prendre 3 joueurs parmi 5 où l'ordre était important, à 5, 3, c'est équivalent à 60, c'est ce que nous avons ici. Alors, si tu te rappelles bien la vidéo sur le factoriel, 5 fois 4 fois 3, ça doit te faire penser au début d'une factorielle, où par exemple, factoriel de 5 vaudrait 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, ce que je note ici. Mais ceci, ce n'est pas équivalent à ça. 5 fois 4 fois 3, c'est ce que j'ai ici, ça fait 60. 60 fois 2 fois 1, ça fait 120. 120 n'est pas égal à 60, ceci n'est pas la même chose. Je dois me débarrasser du 2 et du 1 ici, et de la sorte, j'aurai la même expression. Comment je peux me débarrasser de ce 2 et de 1? Je peux diviser par 2 et par 1, de façon à ce que, quand j'effectue cette division, les 2 et les 1 se simplifient. J'ai bien 5 fois 4 fois 3, 5 fois 4 fois 3, c'est ce que je retrouve ici. On a donc que cette expression-ci est égale à celle-ci, autrement dit que ceci est égal à mon arrangement A, 5, 3. Mais ce que tu peux voir, c'est que 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est factoriel de 5. De même ici au dénominateur, 2 fois 1, ce n'est rien d'autre que factoriel de 2. Autrement dit, je peux réécrire cette fraction comme étant factoriel de 5 divisé par factoriel de 2. Une autre façon de l'écrire, c'est je pourrais dire que factoriel de 2, c'est factoriel de 5 moins 3. 5 moins 3, ça fait 2. Donc factoriel de 5 moins 3, c'est factoriel de 2. Ces deux notations sont équivalentes. Mais comme je te l'ai dit, ceci, cette fraction est équivalente à ce produit-ci. Comme ceci est égal à ceci, que ceci est égal à ceci, que ceci est égal à ceci, forcément, ceci est égal à ça. Et ça, nous savons que c'est A5, 3. Autrement dit, factoriel de 5 sur factoriel de 5 moins 3, c'est égal à A5, 3. Et si je regarde cette expression-ci et cette expression-ci, je vois que le n que j'ai ici vaut 5 et le 3 que j'ai ici correspond à P. Autrement dit, je peux faire cette identification-là, c'est-à-dire que je peux dire que le 5 que j'ai ici, qui apparaît là, équivaut à n, et le 3 que j'ai ici, qui apparaît ici, c'est P. En remplaçant ces deux 5 par n et ce 3 par P, je peux arriver à la notation compacte ici,
qui me dit que l'arrangement ANP, c'est égal à factoriel de n divisé par factoriel de n moins p. C'est une notation compacte d'obtenir ce produit-ci et de se débarrasser des 3 petits points qui nous gênaient un petit peu. Alors ce que je te propose maintenant, pour voir si tu as bien compris, c'est de reprendre le premier exemple que je t'ai proposé, à savoir l'épreuve olympique, et de calculer, avec la formule des arrangements, le nombre de podiums que je peux obtenir dans une telle course. Alors je te rappelle, dans une telle course, le premier gagne la médaille d'or, le deuxième gagne la médaille d'argent, et le troisième gagne la médaille de bronze. Nous avons 10 participants, 10 athlètes, et il y a 3 places sur le podium. C'est une course, et dans une course, l'ordre a de l'importance, c'est-à-dire qu'arriver premier, ce n'est pas la même chose qu'arriver deuxième. Autrement dit, si quelqu'un arrive premier, un deuxième, troisième, ce n'est pas la même chose que si le deuxième était arrivé premier. L'ordre a de l'importance. Nous sommes donc ici dans une situation où l'ordre a de l'importance et on prend 3 athlètes parmi 10. Autrement dit, c'est exactement la situation d'application d'un arrangement. On prend P objet, ici P vaut 3, parmi N, N vaut 10, où l'ordre est important, ce n'est rien d'autre que l'arrangement. Autrement dit, ici je vais prendre 3 athlètes parmi 10 où l'ordre de l'importance, ce n'est rien d'autre que A, 10, 3. Comment je dois le lire? Je prends 3 athlètes parmi 10 où l'ordre est important, c'est un arrangement. A, 10, 3, ça équivaut à 10 fois 9 fois 8. 10 fois 9, ça fait 90. 90 fois 8, ça fait 720. Nous avons 720 podiums possibles. C'est bien le résultat que je t'avais présenté en début de vidéo. Et tu vois qu'il n'est pas nécessaire de les énumérer un à un pour obtenir ce résultat. Une simple petite multiplication, une fois que tu as bien compris ce que sont les arrangements, te permet d'obtenir ce résultat simplement en moins de quelques secondes. Je te remercie pour ton attention et je te dis à bientôt dans une prochaine séquence vidéo sur Clipedia.